Salut, j'ai passé les 3 derniers mois à Copenhague, j'étais en colocation et un de mes colocs qui vivait là-bas depuis plusieurs années m'a parlé d'un quartier de la ville assez particulier. Déjà le terme de quartier ici n'est pas juste, on parle d'une micronation. À ne pas confondre avec un micro-état qui définit juste un état de petite taille comme Monaco ou le Vatican. Une micronation est une zone créée par un petit groupe de personnes et qui prétend au statut de nation indépendante mais n'est en aucune façon reconnue comme telle par les nations existantes. Pour faire simple, il y a une sorte de petit pays, géré par une minorité dans le centre de la capitale danoise. Cette histoire est complètement folle et je me sentais obligé d'en parler. On est au début des années 70, le Danemark a une économie prospère et une démocratie stable. C'est les 70s, la décennie des mouvements de contre-culture, des mouvements qui favorisaient l'égalité et les droits des citoyens. Un mouvement en particulier va faire parler de lui pour son extrémisme. Pour parler de ce mouvement, il faut remonter 5 ans auparavant dans un pays voisin du Danemark, les Pays-Bas. À Amsterdam, en 1965, naît un mouvement anarchiste qui refuse l'autorité. C'est le mouvement Provo. Il représente une forme de contre-culture, de contestation globale, voire d'un rejet total de la société. Amsterdam sera le théâtre de violents affrontements en 1966 et le mouvement séduira de plus en plus de monde, notamment en Belgique et au Danemark. Un Danois va adhérer au mouvement, Jacob Ludvigsen. Et Jacob, il a un rêve. Il souhaite être le précurseur du mouvement Provo au Danemark, et ainsi créer une communauté autour de cette idéologie. Dans le même temps, il va y avoir un événement à Copenhague qui va permettre à Jacob de réaliser son rêve. La caserne de Benmanstræde était une zone militaire de 34 hectares dans le quartier de Christiania, situé en plein centre de Copenhague. La zone est construite en 1836 et elle abrite des écoles, un arsenal, des laboratoires. Bref, c'était l'un des endroits les plus importants pour l'armée danoise. Avec le temps, les besoins militaires et stratégiques du Danemark ont évolué, certains sites militaires ont été jugés non essentiels et donc ont été libérés de leurs fonctions militaires. Et c'est le cas de la caserne. On est en 1971 et la caserne est tout bonnement abandonnée. Une aubaine pour Jacob qui voit un endroit parfait pour fonder sa communauté. Il forme un petit groupe de squatteurs et d'artistes pour prendre possession de la caserne. Évidemment, c'est interdit, donc les policiers arrivent et les expulsent. Sauf qu'ils vont revenir, se refaire expulser une nouvelle fois, puis revenir. Et après plusieurs allers-retours comme ça, la police danoise va simplement avoir la flemme, et le gouvernement va adopter une posture de tolérance. En soi, c'est un lieu abandonné, les squatteurs souhaitent juste rester sans causer de mal, ils vont donc avoir l'autorisation de rester et un nouveau quartier va se former. Un mois passe, puis 2, puis 6, et 1 an, puis 2, et au fil des années, la population du quartier augmente et le groupe gagne en notoriété et en acceptation sociale, devenant le symbole de la contre-culture. Ça devient l'endroit où les anarchistes se retrouvent. C'est un mot assez péjoratif, mais c'est vrai qu'ils font rien de mal. Ce sont juste des personnes en marge de la société qui passent leur temps à faire du yoga. L'événement qui va tout changer, c'est lorsque le gouvernement danois va reconnaître le quartier de Christiania comme une expérience sociale autorisée. Cette loi immunise en quelque sorte le quartier. Christiania est désormais une zone alternative avec un flou juridique. On est en 1973 et Jacob annonce dans un journal local l'ouverture de la ville libre et autogérée de Christiania. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le statut officiel du quartier est une communauté intentionnelle en autogestion. En gros, c'est un groupe de gens qui vivent avec leurs propres règles dans une zone privée qui ne fait ni partie d'un pays ou d'une ville. La micronation de Christiania est officiellement née. La population va se stabiliser autour de 1000 habitants et Christiania devient une sorte d'Eldorado pour les anarchistes, avec des activités culturelles et sportives en tout genre ainsi qu'un vaste espace agricole. Christiania a son propre drapeau, sa propre monnaie, le lon, et ses propres lois avec ses ministères et tout. Bon, je vous préviens, c'est pas un livre de 400 pages, mais juste un PDF avec 9 lois. Pas d'armes, pas de drogue dure, pas de violence, pas de voiture, pas de moto, pas de gilet pare-balles, pas de feu d'artifice, pas de pétard et pas le droit de voler. Comme je vous l'ai dit, il y a une sorte de flou juridique qui fait que la juridiction danoise ne s'applique plus du tout dans cette zone. En gros, les lois que je viens d'énumérer, en soi, si tu les respectes pas, il va pas t'arriver grand chose. C'est un peu GTA dans la vraie vie finalement.
Christiana va très vite être impactée par la toxicomanie. Lors de l'hiver 77, la cocaïne et l'héroïne arrivent dans la ville et un habitant sur 5 devient toxicomane. Malheureusement, ce sera 10 habitants de la micronation qui vont perdre la vie à cause d'overdose en un an. 10 personnes, ça peut paraître ridicule, mais je vous rappelle qu'il y a 1000 habitants, ce qui représente en soi 1% de la population totale. À l'échelle de la France, c'est comme si 670 000 personnes perdaient la vie sur une année à cause d'overdose. À partir de là, deux équipes vont s'affronter à Christiana. Ceux qui estiment que le trafic de drogue est bénéfique au quartier car ça rapporte de l'argent et parce qu'en soi se droguer est une sorte de liberté, et ceux qui estiment que la drogue fait du mal et cause de l'insécurité et de la division. La guerre est déclarée entre les trafiquants et les activistes anti-drogue. Elle va très rapidement être en faveur des trafiquants parce que Christiana devient tout simplement la plus grande plaque tournante de drogue de toute l'Europe. Comme le gouvernement danois ne peut rien faire, il y a des stands qui proposent des larges variétés de marijuana et de résine de cannabis, et puis il suffit juste de demander gentiment pour se procurer de la drogue dure. Selon la police, le cannabis à lui seul rapporterait 27 millions d'euros par an au quartier. Le gouvernement danois, en prenant conscience du manque à gagner, vont commencer à s'y intéresser. Faut croire que les overdoses ça passe, mais les millions d'euros générés, ça c'est non. On fait un saut dans le temps jusqu'en 2001. De nombreux projets gouvernementaux ont eu lieu pour mettre fin au statut spécial du quartier, sauf qu'aucun n'a abouti. Christiana reste indépendant et c'est encore une grosse plaque tournante de la drogue. À ce moment-là, les Danois votent pour leur nouveau premier ministre et ils vont élire Anders Fogh à la tête de l'État. Malheureusement pour les habitants de Christiana, il se trouve que Anders ne rigole pas du tout avec le trafic de drogue. Dans son programme, il dit clairement qu'il mettra fin à la mascarade du quartier de Christiana. Peu après son élection, il va demander aux forces de l'ordre de rétablir l'ordre dans la zone. Ça peut paraître fou, mais tant que la ville a son statut spécial de communauté alternative, l'État danois n'a pas le droit de dégager les squatteurs. Les démarches administratives sont très longues et le Premier ministre perd patience. Et en 2006, il va tout bonnement commanditer une opération militaire pour libérer la zone. Les militaires encerclent la micronation, les affrontements commencent, les habitants de Christiana font des barrages avec des objets en feu et surtout, certains d'entre eux sont armés et tirent à balles réelles sur des policiers. Ça prend une toute autre tournure, il y a littéralement une guerre en plein milieu d'une ville. Pendant plusieurs semaines, de nombreux affrontements vont avoir lieu entre les forces de l'ordre et les habitants de Christiana, avec de nombreux blessés, mais miraculeusement, pas de morts. D'ailleurs, rassurez-vous, la zone est toujours accessible au public. Entre 2-3 balles, vous pouvez toujours aller chercher votre consommation de drogue, tout va bien. Les forces de l'ordre avancent de plus en plus dans la ville et 35 ans après la naissance de Christiana, une première maison va être détruite. Sauf que je le répète encore une fois, le gouvernement danois n'a pas le droit de détruire de maisons parce que ce n'est pas le Danemark en soi. Donc les affrontements vont être encore plus nombreux et encore plus violents. Ça va durer jusqu'en 2011 où un accord va être trouvé. Cet accord permet aux habitants de Christiana d'en racheter une partie à l'État. Sur le papier, cet accord est parfait pour les deux parties. Ça permet à l'État danois de renflouer les caisses en vendant des terrains, et ça permet aux habitants de Christiana d'avoir un vrai statut d'État indépendant pour continuer leur magouille. Un an plus tard, les résidents rachètent 7,7 hectares, soit aux alentours de 20% du quartier. Ça y est, le pays officiel de Christiana peut voir le jour, sauf que ça n'arrivera jamais. En juin 2013, le Parlement danois reviendra sur leur accord et adopteront la loi L179, révoquant le statut spécial de Christiana, mettant fin à une expérience sociale et politique de plus de 40 ans. Vous allez me dire, mais ils vont pas se laisser faire, ils ont dû devenir complètement fous. Sauf que non. Il faut savoir que les habitants de Christiana pendant toutes ces années n'ont pas accepté de nouveaux membres, donc c'était très compliqué de s'installer dans la micronation pendant toutes ces années. Il y a donc un noyau dur de personnes présentes depuis le début, mais elles se font vieilles. En 2013, la moyenne d'âge est de 66 ans, et même si c'est des anarchistes, ils ont plus l'énergie pour repartir au combat face aux forces de l'ordre. Le quartier de Christiana fait aujourd'hui de nouveau partie de Copenhague et est soumis aux mêmes lois que le reste du Danemark. Ça restera cette anomalie géographique et judiciaire qui a permis à un petit groupe de gens de vivre dans la liberté la plus totale, pour le meilleur et pour le pire.